Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag. On va passer ce petit moment ensemble maintenant et vous faire découvrir ce qui fait l'actu art et spectacle aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, c'est la comédie musicale Un Américain à Paris qui cartonne et pour cause. Broadway et Paris se sont associés pour ce show avec la bénédiction des héritiers du célèbre Gershwin. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir une facette plutôt méconnue de Sir Winston Churchill. Le Premier ministre était anglais, bien sûr, il était dépressif et pour se soigner, il peignait. Et puis nous vous ferons entendre la voix sensuelle de la chanteuse Saba, c'est l'une des stars iconiques de la musique orientale. Saba, libanaise, disparue à l'âge de 87 ans. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors, Un Américain à Paris arrive à Paris, justement, et pas n'importe comment. C'est une version comédie musicale du célèbre film qui débarque au Théâtre du Châtelet. Une comédie musicale qui a non seulement cartonné à Broadway, mais qui a pu voir le jour dans la capitale française grâce à une étroite collaboration franco-américaine avec en prime la bénédiction des héritiers de Gershwin. C'est le moment de danser avec Sandy Fortis. Un Américain à Paris sur les planches du Théâtre du Châtelet. À Paris, le film mythique de la Metro-Goldwyn-Mayer est la première coproduction de cette institution culturelle de la capitale française avec Broadway, berceau incontesté des comédies musicales. Un événement orchestré par le metteur en scène Jean-Luc Choplin. Cette musique est tellement extraordinaire, tellement forte, tellement connue. Gershwin est un tel créateur de songs merveilleux que je me dis, voilà, il faut aller à New York, rencontrer et convaincre les Gershwin de faire cela. Les héritiers du compositeur George Gershwin avaient déjà été approchés par des producteurs américains. Ils ont donc décidé de les marier. La naissance de cet incroyable projet est donc le fruit de cette union. Une comédie musicale adaptée d'un film culte, un processus en contresens avec le chemin habituel. This is Paris, and I'm an American who lives here. I'm a painter. Très souvent, un spectacle de Broadway, c'est le spectacle scénique, et parfois, il devient un film comme La Mélodie du Bonheur, comme My Fair Lady. D'euros plus tard, 70 personnes, dont 34 chanteurs et danseurs et 19 musiciens, se retrouvent à Paris après plusieurs semaines de répétition à New York. Résultat, une adaptation plus que réussie, loin d'être une simple copie de l'original. Dialogue modifié, chansons supprimées et scénario adapté à la réalité. I Got Rhythm, chanté par Gene Kelly en 1951, en plein Montmartre, entouré d'enfants en technicolor. I got rhythm. I got music. I got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. Se retrouve chanté entre adultes dans un bar. An American in Paris, version 2014, c'est jusqu'au 4 janvier au Théâtre du Châtelet à Paris, puis au Palace Theatre de New York à partir du 12 avril. Dans la famille recyclage, on demande les parents. La tendance anti-gaspi gagne les grandes marques de mode, les grandes enseignes. Que deviennent les objets et le matériel des marques une fois qu'ils ont été utilisés pour les défilés ou pour les salons? Eh bien, ils vont à la réserve des arts, un immense entrepôt réservé aux professionnels du secteur culturel qui viennent faire là leur marché. Le tout à Pantin, en France. Le récit, Ariane Hassan. Pour venir dans cet entrepôt de Pantin en région parisienne, il faut être adhérent et étudier ou exercer un métier d'art. La réserve des arts garde secret le nom de ses fournisseurs. On sait juste qu'ils appartiennent au secteur du luxe, du bricolage ou de l'événementiel. Pour les clients, en tout cas, le rapport qualité-prix est imbattable. Ces artistes viennent de remplir un camion de matériaux. Donc là, on est à plus de 100 €, ce qui est rien. Ce qui est juste rien parce que d'habitude, quand on achète autant de cuir, même le plexiglas qu'on a pris... On pourrait avoir 4 à 5 fois le prix. Ouais, c'est bien plus cher, 4 à 5 fois le prix au moins, ouais. La réserve des arts ou comment créer écolo.
L'année dernière, l'association a récolté 21 tonnes de déchets. Seuls quelques centaines de kilos ont vraiment fini à la poubelle. À suivre, un extrait en chanson de la grande star libanaise Saba, une icône dans le monde arabe, disparue à l'âge de 87 ans. Mais en attendant, un focus sur Sir Winston Churchill, et c'est le choix de David Gombin. Sir Winston Churchill, l'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle, et fut aussi un historien et un écrivain. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il fut artiste peintre. Winston Churchill, la peinture en violon d'Ingres est une expo unique qui vous invite à explorer le côté artistique de cette figure historique. Nous sommes en 1915, à l'âge de 40 ans, il traverse une crise identitaire et politique. Selon ses propres mots, l'art est venu à sa rescousse pour le tirer de la crise qu'il traversait. La peinture l'a aidé à supporter la dépression, le stress et la pression de la vie politique. Au total, ce sont plus de 500 œuvres que l'ancien Premier ministre aura peintes. Ces fameuses sautes d'humeur se ressentent dans son expressionnisme, mais aussi dans ses autoportraits et ses paysages. Tantôt des campagnes anglaises, tantôt des pyramides égyptiennes. Une passion pour la peinture qui, à ses yeux, l'a aidé à améliorer son leadership. Des œuvres de Sir Winston Churchill que vous retrouverez à Atlanta aux États-Unis, tandis que la collection de sa fille Feu Mary Soames sera mise aux enchères à Sotheby's, Londres, le mois prochain. Cinéma et politique. Nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien sur la chaîne, c'est Denis Charbit. Bonjour Denis Charbit. Alors généralement on vous entend sur notre antenne, dans le Grand Evening, dans les émissions politiques, apporter votre regard sur la situation politique de la région. Or là, on se demande qu'est-ce que Denis Charbit a à faire avec le cinéma, et justement, vous inaugurez dans votre université, l'Open University, un cycle de conférences dédié au cinéma et à la politique. Et vous avez choisi pour ouvrir votre cycle un film de Kamal Ashkar, Tingir, Jérusalem. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, il y a des liens entre la politique et le cinéma, entre l'art et la politique en général, et bien parce que ça a été dans l'histoire, mais ça reste encore aujourd'hui, et surtout le cinéma, plus que la littérature, le moyen par lequel des situations politiques, des situations publiques sont présentées, sont exposées et peuvent avoir un écho extraordinaire. Pensez à des films sur la Shoah, pensez à des films sur l'apartheid en Afrique du Sud, et c'est vrai que depuis quelques années, Israël est devenu, je dirais presque une puissance mondiale littéraire et cinématographique dans lequel la dimension politique est toujours présente. Alors ça peut être dans le décor, ça peut être en arrière-plan, mais généralement ça a, je dirais, du sens. Et le fait est qu'aujourd'hui, le cinéma israélien est tout à fait porteur de sens. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a touché dans ce film de Kamal Ashkar ? Pourquoi l'avez-vous choisi pour ouvrir le cycle ? Alors je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord parce que c'est un film qui raconte les relations entre juifs et musulmans au Maroc, dans un village de l'Atlas qui s'appelle Tingir, et je dirais qu'il rompt avec la manière, je dirais, un peu traditionnelle, un peu mythologique de considérer que c'était soit un roman noir, soit une vie en rose. Et Kamal Ashkar nous représente une image de ces juifs et de ces musulmans dans les années 50 et les années 60. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que c'est un film, en fait, je dirais, plus général, et c'est là que c'est toujours très beau quand le particulier touche à l'universel, c'est-à-dire que c'est un film qui nous parle de l'émigration. Puisque lui-même, qui est né à Tingir, son père est parti en 1968, il est français aujourd'hui, il vit en France aujourd'hui. Il est venu plusieurs fois en Israël. Il est venu plusieurs fois en Israël, notamment parce que lorsqu'il a voulu faire ce film, il ne s'est pas contenté d'aller à Tingir pour interroger ce que les habitants de Tingir se souvenaient de leur rapport, de leur relation avec les Juifs qui avaient quitté dans les années 60. Il est allé en Israël les retrouver. Il est allé à leur recherche. Il en a trouvé une dizaine, des gens plus jeunes, des gens plus âgés. Certains étaient adolescents. Et voilà, je dirais que c'est un film pas simplement sur les relations entre juifs et musulmans. C'est très touchant. On avait reçu Kamal Ashkar, il nous en avait parlé. Denis Charbit, dans ce cycle de conférences sur le cinéma et la politique, il y a des films qui n'ont rien à voir avec la politique. Je pense notamment à un documentaire sur Vivaldi, il y a un autre documentaire sur l'eau. Du coup, qu'est-ce qui a organisé finalement votre line-up, votre programmation ? Alors, sur Vivaldi, parce que c'est pas simplement un film sur le musicien Vivaldi, sur les concertos pour piccolo, mandoline et autres bien connus. C'est un film
film sur l'homme public, Vivaldi, sur ce qu'il a été. Il ne faut jamais oublier que des artistes, nous on se souvient que de leur art, et tant mieux, mais ils ont été aussi des hommes publics, ils ont eu un impact, et c'est un petit peu les relations difficiles, parfois avec le pouvoir, parce que c'est souvent ça le problème des artistes, qui est montré dans ce film. L'eau, pas parce que l'eau, on le sait bien, est un élément stratégique du conflit. Et alors il y a un autre documentaire très intéressant, je voudrais qu'on s'arrête dessus. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2005, qui s'appelle Israel and the Arabs, qui met en avant évidemment Clinton et les accords de paix. Je voudrais savoir, vous, Denis Charbit, spécialiste politique, au vu des récents attentats, de la guerre, quel est votre regard sur ce film de 2005 et sur finalement des accords ratés? Alors, c'est un regard sur Clinton et l'implication de Clinton, ça c'est le premier aspect. Le deuxième, je dirais que quand bien même on est loin du compte et que les négociations sont au point mort, je crois que les paramètres Clinton ont fixé, je dirais, une sorte de borne à laquelle on ne pourra pas échapper, que ce soit du côté des Palestiniens, du côté des Israéliens. Je ne veux pas une analyse politique, je veux savoir en quoi ce film-là a une incidence politique. Eh bien parce que votre regard cinématographique sur la chose. D'accord, parce qu'il montre, non, je comprends bien, parce qu'il montre que Palestiniens et Israéliens ont été capables de négocier. Et on rentre, je dirais, dans l'antichambre, dans les coulisses de ces négociations. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a même plus idée aujourd'hui, tant on sait qu'en général, ça ne se passe pas bien. Là, on a des confidences, on a des tas de comment les diplomates parviennent parfois à sortir d'une situation, comment parfois ils échouent, ce qui a été effectivement la fin de cette affaire. Un très beau documentaire. Denis Charbit, vous avez une culture colossale. Je voudrais savoir si vous avez en tête un film qui aurait fait bouger les lignes dans votre pays. Je dirais que incontestablement le film Entre les murs de Benny Barabaj dans les années 80, par cette métaphore de juifs et d'arabes dans une prison, a eu justement cette capacité de faire bouger les choses dans la mesure où la prison était qu'un lieu symbolique. C'est pas simplement des juifs et des arabes dans une prison, mais c'est nous-mêmes, Israéliens et Palestiniens, dans une prison qui est celle de notre conflit qui dure depuis presque 100 ans. Merci beaucoup Denis Charbit, professeur de sociologie politique. Où est-ce qu'on peut voir ce cycle de conférences? Alors on peut le voir à Ranana, dans le siège principal. Israël, mais pour ceux qui ne sont pas dans votre pays. Alors, dans le site internet, on peut voir effectivement les conférences qui précèdent la diffusion de ces films. Merci. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va rester dans le cinéma avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Bonjour Valérie. Alors voilà, c'est la grande nouvelle, on va écrire Hollywood maintenant avec un E, le temple du cinéma se féminise. Oui, tout à fait. Mais c'est victoire. Bien évidemment, une grande victoire, en tout cas pour le film de super-héros. Et bien ça y est, c'est officiel pour la première fois. C'est une femme qui va réaliser un blockbuster de super-héros et pas n'importe lequel, puisque c'est Wonder Woman. C'est la réalisatrice Michelle McLaren qui a hérité finalement du développement et de la réalisation de cette supposée trilogie très attendue. La voilà, Michelle McLaren. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est son premier long métrage au cinéma, mais ce n'est pas la première fois qu'elle passe derrière la caméra, on l'imagine bien évidemment. C'est elle qui est d'ailleurs à l'origine de 11 épisodes de la série Breaking Bad, de la dernière saison de la série Breaking Bad. Pour les fans, c'est assez incroyable, puisque c'est une série qui est très difficile à réaliser. Ouais. En plus de ça, par une femme, il y a quand même beaucoup de personnages masculins, et c'est une histoire de drogue enfin quelque chose qui n'est pas supposé être pour une femme réalisatrice, enfin qu'on n'imaginerait pas être pour une femme réalisatrice. En tout cas, voilà Michelle McLaren qui passe donc derrière la caméra pour Wonder Woman. Woman avec le diadème et le petite culotte. Voilà, Wonder Woman qui est blanche. Donc une série qui a été un carton complet. On voit donc Gal Gadot là qui incarnera au cinéma Wonder Woman. La série faisait un carton. Personne ne s'était attelé à la tâche d'en faire un film de ce Wonder Woman pendant des années. C'était un petit peu le projet maudit, puisqu'on considérait qu'en fait les femmes super-héros ne marcheraient pas au cinéma, surtout après le gros flop de Catwoman avec Halle Berry dans le rôle principal. Donc voilà pour Wonder Woman, qui existera avec donc Gal Gadot, l'actrice israélienne en rôle principal, réalisé par une femme. Et réalisé par une femme. C'est pas la première fois qu'une femme réalise un film à Hollywood. Alors en quoi Hollywood se féminise-t-il? Alors c'est vrai que depuis que, en fait, Hollywood, on dit que ça se féminise depuis la victoire de Catherine Bigelow, qui a gagné un Oscar face à son mari, son ex-mari James Cameron, pour The Hurt Locker. Mais bon, c'est pas seulement en réalisation que ça se féminise, c'est aussi en termes de narratif. En termes de narratif, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de rôles. Voilà, donc la culotte est bleue. Donc oui, c'est au niveau des narratifs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rôles écrits pour les femmes. Cette année, même en termes de réalisation, on parle beaucoup d'Angelina Jolie,
pour Unbroken, qui va certainement arriver aux Oscars en tant que réalisatrice. On parle aussi d'Ava DuVernay avec son film Selma. En termes de narratif, c'est vrai que les rôles de femmes sont de plus en plus puissants. Cette année, on a Reese Witherspoon dans le film Wild de Jean-Marc Vallée, qui a un rôle féminin très important et très à l'encontre de ce qu'on voit des femmes en général au cinéma. Et puis même dans les Disney, même pour les enfants, on voit bien avec le succès de Frozen, qui était le premier film Disney finalement qui ne se concentrait pas sur une histoire masculin versus féminin, mais sur deux sœurs, donc vraiment en plein dans le mille, et qui vont d'ailleurs continuer à rester sur les personnages féminins avec Into the Woods. Merci Laetitia. On se quitte en musique avec Saba, la grande star du Liban, disparue à l'âge de 87 ans. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.